Je vais vous présenter les résultats d'une opération préventive qui a été réalisée l'année dernière à Saint-Florent. Merci, ouais, si tu peux faire le réglage. Je vais continuer. C'est une opération qui a été motivée par un projet d'aménagement immobilier sur une parcelle située au nord-est de la cathédrale du Nébio. Hop, avec le petit pointeur que vous voyez. Donc la cathédrale est ici, la parcelle, sujet au projet immobilier, a fait l'objet d'un diagnostic et on retient que seule la tranchée 6 a permis de mettre en évidence des vestiges, archéologiques. Donc ces vestiges anthropiques correspondent à une sépulture et des structures maçonnées. Très rapidement, une comparaison a été faite entre l'existence d'un document, un dessin de Gobert que les archéologues insulaires connaissent tous, où on a différentes représentations à la fois des sites mégalithiques et des sites religieux. Et sur ce dessin de 1886-1889, nous avons la cathédrale qui est représentée, le palais épiscopal et ce grand bâtiment rectangulaire qui est la maison canoniale. À l'occasion du diagnostic, la localisation des vestiges maçonnés qui a été en raison de la localisation des vestiges maçonnés comparée au plan, a permis de supposer que ces structures pouvaient correspondre à la maison canoniale. Donc, fort de ces éléments, une prescription de fouilles préventives a été établie sur la partie sud de l'emprise de fouilles, de l'emprise du projet d'aménagement, pardon. Avant de présenter les détails, un petit focus sur ce dessin. Donc la maison canoniale se structure en 3 îlots répartis en 4 cellules, qui se distribuent autour d'un hall, central, où on voit légèrement représenter des petits traits qui correspondent aux escaliers. La fouille préventive donc a été menée, sur une emprise d'un peu moins de 250 m² avec une équipe de 4 personnes. Heu, Hier, on soulignait la formation des doctorants et je me tourne vers Pierre-François Dicard qui a participé ponctuellement à cette opération en qualité de stagiaire. C'était, une belle expérience, un peu pénible, un peu éprouvante et vous allez comprendre pourquoi. Comme ce qui a été évoqué pour le cas de Myria, eh bien, l'année dernière, on a essuyé, quelques pluies et bon, comme cette année, on pourrait le dire l'année prochaine, hein, on s'y habitue. Donc très rapidement, dès que le décapage a été engagé et que les cellules sont apparues, elles se sont transformées en bains d'eau froide, bains argileux. On connaît les bienfaits de l'argile pour la peau, hein. Donc passons outre ces éléments. La fouille manuelle a très rapidement été, engagée. Il y avait quelques sépultures en position secondaire qui ont été, fouillées par notre archéoanthropo présente durant toute la durée de l'opération. Position secondaire puisque, liée aux différents aménagements, heu, dans le cadre de cette opération, même si à l'occasion du diagnostic, il y avait une sépulture qui avait été identifiée, on n'en a pas, découvert. Voici le plan, du bâtiment, du moins l'emprise qui a pu être, dégagée. On va dire que là, on est à 1 mois du démarrage de l'opération, avant que le site se transforme en un gruyère, rempli de sondages, menés par les archéologues. Alors pour vous aider à vous localiser, donc vous avez cet angle ici, qui correspond à cet angle du bâtiment. Et lorsqu'on le compare, à ce fameux dessin de Gobert de la fin du 19e siècle, on est ici. Cette prescription de fouilles aura permis d'étudier au moins ces 2 îlots. Hem Et juste pour vous aider encore au niveau de la localisation, cet îlot, est tout simplement situé sous la maison. On s'est légèrement approché des fondations de la structure et on a mis en évidence, voilà, la continuité des vestiges maçonnés. Voici un plan avec l'organisation de ces vestiges. Fouille assez simple, hein, puisqu'on a procédé par cellule, cellule monacale. On s'est intéressé, je vais d'abord aborder ces sujets, pardon. On s'est intéressé à comprendre l'organisation, de la structuration de ce bâtiment.
Donc la distribution horizontale a pu être mise en évidence dans le secteur ouest en raison de la bonne conservation des élévations, conservation qui a permis de mettre en évidence différents seuils de portes. Donc, on a un hall central dont je vous ai parlé tout à l'heure, depuis lequel on peut accéder à 2 cellules, latérales, et on a aussi une porte qui a été identifiée de ce côté. Du côté est de l'emprise, les élévations sont très moins bien conservées. Il s'agit essentiellement des fondations, et là, la distribution horizontale n'a pas pu être appréhendée. De même que la distribution verticale, on a 2 halls, que vous avez dans les espaces C et D, qui sont dotés d'un escalier et qui permettent donc de distribuer un étage. C'est pareil pour le secteur I et J. Concernant ces entrées qui sont assez, coquettes, donc on a un petit sol, de galets qui est aménagé, une petite calade, hem et je remercie, Antoine-Marie Graziani de m'avoir communiqué ce dessin. Donc ce n'est pas le dessin de la maison canoniale, mais c'est le dessin du palais épiscopal qui est conservé aux archives, de Gênes, où on a une représentation de l'élévation du bâtiment, donc qui était mitoyen à notre maison canoniale, et on peut faire, quelques comparaisons, et la première, c'est ce sol de galets que l'on voit représenté sur le dessin avec ces petits points marrons. Donc on a une similitude dans la technique architecturale pour le sol de la maison canoniale. Concernant les décorations, vous voyez, on a ces petits décors, ces petits encadrements, bleutés qui correspondent à des plaquages de dalles de schiste qui ont également été mis en évidence, dans les niveaux de démolition, au cours de la fouille. En revanche, concernant le principal matériau de construction qui est pour le palais épiscopal qui semble être la brique, dans notre cas, on a essentiellement des maçonneries, de moellons de calcaire. La fouille s'est intéressée donc à mettre en évidence les niveaux d'occupation, les niveaux de circulation. Donc ce sont de très, très fins niveaux de circulation qui ont été, éventrés par les imposants niveaux d'effondrement des élévations du bâtiment. Hem, des niveaux très fins, des niveaux en terre battue, aucun niveau en terre cuite, et des niveaux qui reposent sur des dalles posées à plat, dalles de schiste, pardon, dalles de calcaire, hem, qui reposent directement sur les formations géologiques. Donc on a l'exemple de 3 pièces où on a donc ces dalles qui sont posées. Alors au début, on pensait que c'était le sol, mais non, non, le sol, donc là, en l'occurrence, il était plus conservé. Mais ces dalles servent en quelque sorte de radier pour accueillir les niveaux de circulation. On s'est intéressé, à la structure de ce bâtiment, aux maçonneries, et là, ça a été, une enquête, assez éprouvante, puisque, vous le devinez, hein, donc après les dalles précédemment, présentées, je vous ai dit qu'elles reposent sur les formations, naturelles. On a tenté de percer le substrat, qui est composé de galets, de poudingue et d'argile, de manière à mettre en évidence les fondations. Alors au début, les fondations ont été atteintes assez rapidement, donc on est intervenu de manière manuelle, pelle-pioche, armé de courage. On a une profondeur de fondation qui est d'environ 60 centimètres. Rien d'inquiétant. On a multiplié les sondages, des sondages d'1 mètre carré. La pluie nous a contraints dans la progression de notre stratégie, puisque vous le voyez, les sondages sont très rapidement remplis d'eau. Et on avait une observation aussi, qui est que certaines parties des maçonneries présentent des dalles posées, de champ. Alors, au début, on pensait que c'était peut-être, lié à des aménagements supérieurs, qui n'étaient pas conservés. Hem, donc on a continué notre enquête, et afin de s'économiser un petit peu, nous avons fait, intervenir la pelle mécanique, et nous avons fait 3 grandes tranchées. Donc la première, celle-ci, a été faite manuellement, et avec l'aide du burideur quand même, il faut bien l'avouer, heu et on a multiplié les petits sondages, et ces sondages ont été élargis, de manière mécanique, et heureusement, puisque nous avons atteint des piliers de fondation de près de 1,40 m de profondeur. Et la chose la plus surprenante, c'est que ces piliers sont ancrés dans le substrat naturel.
Il n'y a pas de tranchée de fondation. En fait, c'est tout simplement le principe de fondation aveugle. Les bâtisseurs ont construit une tranchée de la largeur des maçonneries. Ils ont glissé les différentes pierres pour les maçonneries et ils ont noyé. Ils ont vraiment, alors là, on connaît la nature géologique du calcaire de Saint-Florent et donc ils ont bénéficié de cet approvisionnement pour utiliser en très grande quantité du mortier qui est venu s'immiscer maintenant entre tous les interstices entre les pierres. Ça a formé de réels gangs autour des maçonneries. Et la difficulté que l'on a eue, c'est qu'en fait, lorsqu'on a voulu mettre en évidence ces maçonneries, en fait, on a dû creuser un substrat naturel qui était avec vérification du géomorphologue qui était bien naturel, c'était pas un remaniement. Et les galets de poudingue et d'argile, c'était lié à la maçonnerie. Donc, ces piliers ressemblent à ça. Donc on a de véritables arcs de décharge, en anse de panier. Donc on n'est pas sur des niveaux de cave, c'est bien un niveau de fondation. Alors c'est pas exceptionnel parce que ça se connaît, par ailleurs. C'est très peu documenté en revanche au niveau de la bibliographie. En échangeant avec d'autres archéologues, on connaît ce type de fondation. Et là, vous voyez bien, donc on a finalement trois strates naturelles. On a en partie haute les petits galets de poudingue, en dessous les niveaux argileux, et en bas, on a ces petites paillettes que vous devez à peine distinguer, ces petites paillettes de calcaire. Et les bâtisseurs sont allés chercher ce calcaire, cette stabilité naturelle, pour ériger le bâtiment qui se voulait être lui aussi assez imposant de par ses dimensions. Donc là, on a un arc en anse de panier. Bon, c'est joli. Donc ça, c'est le même mur hein, des deux côtés. Il n'empêche que c'est pas toujours cet arc qui est utilisé. Et à l'extrémité de l'îlot, on a un arc qu'on appelle un arc déprimé. Et en fait, ce choix de la construction de l'arc de décharge, en fait, répond aussi à la répartition des poussées de la structure et de la localisation du bâtiment. Alors, on a mis, pour essayer de comprendre aussi ces choix techniques, on regarde le modèle numérique des élévations et vous voyez en fait qu'on a une partie est qui est plus haute que la partie basse. Donc en fait, le choix de ces fondations, d'ancrer ces fondations dans le substrat, déjà d'aller sur des niveaux assez durs de calcaire. Et ensuite, il y a eu un choix dans l'arc de décharge, déprimé ou pas, ou en anse de panier, de manière à mieux répartir les charges des élévations, du poids des élévations. Cette contrainte technique, eh bien, on la retrouve au niveau des maçonneries qui sont conservées, puisqu'au au croisement, à l'intersection entre différents murs, on s'est aperçu que le cœur des maçonneries est composé de liants de mortier de chaux. À l'inverse, les parties centrales sont composées de mortier de terre argileuse, terre argileuse qui doit certainement provenir des creusements des fondations. Donc, ils ont récupéré le matériau qui avait été exploité. Au niveau du mobilier, c'est assez sobre. Il n'y a pas grand-chose. On est très loin de la tonne de mobilier annoncée ce matin. On ne va pas engorger le CCE avec le mobilier collecté. Donc je retiens 2 monnaies qui nous permettent de préciser aussi la chronologie du bâtiment, de l'occupation de ce bâtiment. Je vous parlais aussi de ce plaquage en dalles de schiste qui permettait de décorer les façades, peut-être même les intérieurs. Donc là, on a des plinthes en dalles de schiste bleu et on a un petit bourdonnet, probablement un bourdonnet de pèlerin en matière dure animale. Alors concernant le mobilier céramique que je n'évoque pas, parce qu'il y a juste quelques petits tessons qui vont dans le sens de la chronologie illustrée, documentée par le mobilier, notamment par les monnaies. Et pour finir, on note quand même cette petite découverte. Cet objet métallique, c'est une platine à silex que mon collègue qui a travaillé sur le mobilier métallique nous a identifié. Et en fait, c'est tout simplement une pièce d'arme à feu. Et pour faire sourire tout le monde, je vais la mettre en relation avec le dessin de Gobert,
puisque le dessin est accompagné d'un petit texte et je vais juste me permettre de vous lire le paragraphe en question qui est: «Nebbio était une ville fondée vers 1500 à 1 kilomètre, de Saint-Florent, abandonnée pour cause d'insalubrité. L'évêque, homme de guerre, portait le titre de comte. Il avait un palais fortifié dans l'enceinte épiscopale et en disant la messe, il avait 2 pistolets chargés sur l'autel. Donc gare à vous, ils étaient bien équipés. Merci de votre attention.